Et maintenant, on va recevoir notre invité de la soirée. Je salue d'ailleurs Rabi qui nous a rejoint, l'entente Siro. On va parler de Siro peut-être dans quelques semaines sur le projet de synthétique. Effectivement, c'est un super projet pour vous. On espère pouvoir en parler. J'essaierai d'ailleurs de partager le lien. Je sais pas encore. On verra en fonction des actualités. Alors, je vais voir si notre invité est arrivé. Il est arrivé. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Est-ce que tu m'entends? Tout va bien? Euh, Très bien, très bien. Attends, 2 petites secondes, je règle. Voilà. Et toi, tu m'entends? Eh ben parfaitement. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, Xavier. Alors c'est vrai que je parlais de plusieurs sports en préambule de notre interview. J'ai écouté. Toi, le ski, tu suis un petit peu le combiné, choses comme ça, le ski de fond, t'en Ah, pratiques un peu? je suis énormément le biathlon. Ouais. J'adore ça. J'ai fait beaucoup de ski de fond quand j'étais gamin en UNSS. Beaucoup de courses et j'avais même eu la possibilité de partir en sport-études à comment ça s'appelle c'était pas Prémanon, Ah ben c'était non, c'est le bas, c'est non, Morée. non, mais ouais, non, à Morée, voilà, oui, à Morée, Morée. c'est ça. Donc voilà, mais j'y étais pas allé. Mais mon meilleur ennemi et ami avec qui on se battait en UNSS était parti là-bas. Donc ouais, le ski de fond, c'est vraiment, j'ai fait beaucoup plus de ski de fond que de ski de descente quand j'étais gamin. De toute façon, c'est le nordique dans le Jura, malheureusement, et heureusement peut-être, c'est le fer de lance. On Heureusement, a d'ailleurs heureusement. le bonjour de Raphaël qui nous salue de Millau, on le salue également. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais cette semaine, il y a les mondiaux de biathlon avec nos Exactement. Jurassiens qui sont à l'affiche, donc on suivra ça avec intérêt. Alors Xavier, en préparant la mission, donc j'ai suivi un petit peu, si tu peux nous expliquer un petit peu ton âge, d'où tu viens, parce que tu m'as dit, oui, je suis natif de Lons, mais j'habite plus dans le Doubs. Et j'ai vu que tu étais aussi un petit peu polonais, alors vas-y, explique-nous un petit peu tout ça. Alors, premièrement, c'était pour chambrer un petit peu la petite guerre entre Jurassiens et Doubistes. Enfin, il n'y a pas de guerre, mais non, je suis effectivement né à Lons, le Saunier, mais j'ai toujours habité dans le Doubs, mais juste à 3 kilomètres de la frontière, on va dire, avec le Jura. Donc voilà, et une grande partie de ma famille est jurassienne. Et moi, j'ai toujours pris mes licences à la Zajura, licence sportive, donc je suis un jurassien. Alors, on l'a pas dit en introduction, mais tu es copilote. Est-ce que tu as eu un parcours professionnel? Tu faisais un métier à côté? C'était quoi les à côté? Alors en fait, depuis gamin, depuis l'âge de 10-12 ans, je suis passionné de rallye. Mon oncle, qui faisait partie de la Zajura, qui organisait toutes les épreuves régionales jurassiennes, j'allais avec lui pour préparer avec lui les parcs fermés, la sonorisation sur les courses de côte et tout ça. Donc depuis tout petit, j'ai côtoyé les pilotes régionaux qui me faisaient rêver et avec un objectif d'essayer de faire une vie professionnelle dans le sport automobile. À Ok, l'époque, je pensais pas forcément en termes de pilote ou copilote, et j'ai fait des études de carrossier pour parce que je pensais qu'il y avait plus de débouchés en tant que carrossier que mécanicien pour pouvoir travailler dans le sport automobile. Donc voilà, j'ai fait l'école de Grès, l'école de Montbéliard, et à l'époque, quand j'étais à Grès, on a même en tant que objectif éducatif, on a préparé une voiture de course pour un pilote régional et qui est allé faire Monte-Carlo et tout ça. Et donc moi, mon idée, c'était ça, c'était de vivre de ma passion, mais plus comme mécanicien. Et donc j'ai travaillé beaucoup pour des amis, mais c'était que du bénévolat, où je travaillais dans leur garage, voilà, préparer leur voiture. Et une fois en 91, un de mes potes
ne sachant pas trop comment me rémunérer, voilà, n'avait pas trop les moyens non plus, mais m'a pris comme copilote pour la ronde du Jura. D'accord. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit tiens, pourquoi mécanicien, pourquoi pas copilote. Donc voilà, c'est parti comme ça. Ah ouais, Ouais, donc moi j'avais l'impression que c'est vrai que ça fait du coup presque 30 ans que tu ça es. fait ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, ouais. Alors Et je salue de nouveau Raphaël qui parle de la Sapodia. C'est très important de mettre en avant cette association. La Sapodia, c'est pour le greffe de dons de moelle osseuse. des dons de moelle osseuse, ouais. J'en profite d'ailleurs pour lui annoncer que moi je suis également inscrit sur ces listes depuis peu. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, c'est à 75% les dons de moelle osseuse se font à partir d'un prélèvement sanguin et pas par une opération en prenant dans le dos, choses comme ça. Donc tout le monde peut aller essayer Exactement. d'être inscrit dans ces listes. C'est très important. Ils en manquent et ils ont besoin de donneurs. Donc n'hésitez pas Exactement. à vous Ça porter fait très volontaire. peur quand on parle de moelle osseuse parce qu'on pense à une opération chirurgicale ou quoi ou qu'est-ce. Mais non, c'est beaucoup plus simple que ça. Et effectivement, la France a besoin de donneurs. On est un des pays européens qui a le moins de donneurs. Pour différentes raisons, pas d'aide de l'État, pas vraiment aidé par le gouvernement pour donner pour être donneur en fait parce que c'est pas parce qu'on est donneur qu'on va forcément donner. Je me rappelle plus exactement les C'est chiffres, mais il y a une chance c'est une chance sur 1 million. sur 1 million, c'est ça, ouais, une chance Voilà, sur un c'est ça. million qu'on soit appelé un jour. Et voilà, on peut sauver une vie quand on est appelé, quoi. Moi, Si j'espère juste. Alors, tu dois être dans les listes, Xavier. Moi aussi, du coup, depuis peu. je suis J'espère juste. et je suis ambassadeur de la Sapodia. Voilà, c'est ce Donc qu'a marqué Sapodia. On les salue. On espère juste être appelé un jour, peut-être pour sauver une vie. Donc, si on est appelé, il faut pas se dégonfler et y ah, aller. En tout cas, c'était la petite parenthèse nécessaire, en tout cas, sur cet échange. Alors, tu parlais de tes débuts en copilote il y a bientôt 30 ans. Les premières sensations, alors, du coup, en tant que copilote. ouais, les premières sensations ont été comment je dirais que c'était la ronde du Jura, donc c'était un rallye qu'on connaissait par cœur parce qu'on avait déjà on connaissait les routes, on était du coin, on allait déjà rouler pour se faire plaisir sans que ce soit vraiment autorisé. Donc il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas vraiment d'enjeu pour le copilote en termes de donner des notes et tout ça. Mais le fait d'être dans la voiture, le fait de glisser, le fait de ça m'a plu et je me suis dit tiens pourquoi pas en faire un peu plus. Et puis après en 92 93 je me suis dit bah, pourquoi pas essayer un jour d'en faire mon métier quoi. Donc, donc c'est parti comme ça. En fait, c'était pas planifié, quoi. Hmm. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions à Xavier, hein, c'est le but du média. Alors c'est vrai que pour préparer l'émission, moi j'ai regardé un petit peu tes statistiques. Tu as débuté en rallye donc avec Brian Bouffier après. Brian, et t'as dû faire, je sais pas, des 241 départs en rallye, Alors, 29 victoires. C'est quoi ces stats là? j'ai 295 départs en rallye. Ouais, Il t'en manque un petit peu. ils sont pas bons 295 alors. Les et chiffres sont sur pas les bons sur le site alors. faut que je le renvoie justement Ouais. un petit récapitulatif. Et sur les 295 rallyes, j'ai dû en faire 142 avec Brian. Donc on a fait une grande partie de notre carrière ensemble, la moitié quasiment. Et, euh, et voilà, je Comment suis. s'est passée la rencontre avec Brian alors? Comment ça s'est passé pour débuter avec Ouais, lui? faut que je vous raconte la vraie rencontre. La vraie Ah, rencontre, mais rapidement, s'est rapidement fait dans une pour. boîte de nuit, Ah, bien bourré. Donc non non mais moi je suis donc de 91 à 2000 j'ai fait ça en amateur où au tout début je payais même mes déplacements une partie mes hôtels tout ça après en 96 je suis déjà devenu
un peu plus, on va pas dire professionnel, mais j'étais pas payé, mais j'avais des avantages. Déjà, ça me coûtait plus rien et j'avais des avantages avec mon travail pour me libérer et tout ça. Et à partir de 2000, j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. Et depuis 2003, donc depuis que je suis parti avec Brian, là, je vis de ma passion. Donc voilà. Alors, Et Romain qui dit, lui aussi a été copilote à la ronde des lacs Sécanie-Dijon, en Côte d'Or. Mhm. C'est vrai que on se rend pas compte, mais il n'y a pas d'âge précis pour être copilote. Enfin, on peut commencer à 18 ans. C'est quoi le conseil? Il faut avoir un petit peu de bouteille pour être ou on peut même commencer à 16 ans. On n'est pas obligé d'avoir le permis. Avec une autorisation des parents, on peut commencer à 16 ans. Et il n'y a pas de limite d'âge. Je dirais que la limite d'âge, c'est quand quand le corps dit stop en fait. Voilà. Ici en Pologne où j'habite là, parce que en fait je suis pas polonais du tout comme tu l'as dit tout à l'heure, mais j'habite en Pologne depuis 13 ans. Et il y a ici un copilote polonais qui a été champion d'Europe et tout ça, qui a 74 ans et qui monte toujours dans des voitures très rapides. Et voilà, donc en gros, il n'y a pas de limite d'âge. C'est simplement la passion et la raison qui fait que ça s'arrête à un moment ou un autre, quoi. on est regardé en Italie avec un petit salut de Daniele, hein, qu'on salue également. C'est vrai que quand on regarde ton palmarès, Xavier, c'est assez impressionnant quand même, vainqueur de Monte Carlo en 2011 en classe 2 avec Brian, champion de France des rallyes en copilote en 2010, vainqueur du Tour de Corse 2013, rallye d'Antibes en 2014, champion de Pologne pendant 3 ans, 2007, 2008, 2009. Je pense qu'il y a d'autres choses encore. On va parler du Dakar après, mais sur ces titres en rallye, je pense qu'on en a encore d'autres. Oui, oui, enfin, il y a d'autres belles victoires, il y a d'autres belles victoires, c'est sûr que dans ce que tu as cité, la plus belle, c'est quand même la victoire au Monte Carlo, parce que ça bouclait en fait la boucle. Quand je te disais que depuis l'âge de 10 ans, j'étais passionné de rallye parce que le Monte Carlo, le parcours de concentration, comme on appelait ça, passait devant ma maison et des fois à minuit, 1 heure, 2 heures du matin, je me relevais juste pour voir les voitures passer. Et donc voilà. Après, quand j'étais à l'école, il y a ce qu'on appelle la dernière nuit du Turini, qui était retransmis sur Radio Monte Carlo à l'époque. Je me mettais assis dans mon lit à l'internat pour écouter toute la nuit, pour être sûr de pas m'endormir. Je restais assis dans mon lit. Et quand en 2011 on a gagné ce rallye, c'était voilà, pas la boucle qui était bouclée parce qu'il y a encore plein de choses à gagner. Le Dakar encore à gagner, il y a encore des choses comme ça, d'autres rallyes qui m'ont fait rêver. Mais voilà, c'est quand même la plus belle victoire, hein. Alors tu étais d'ailleurs avec Brian, vous rouliez généralement en Peugeot 207, chose comme ça, hein, si je dis pas de bêtises. Ah 207 ben que c'est vous ça. aviez. En fait, j'ai rejoint Brian en 2003. Il était à l'époque officiel Peugeot, avec un contrat chez Peugeot, et ils étaient à la recherche d'un copilote qui avait un peu plus d'expérience que lui, parce il était jeune à cette époque-là. Et donc, je les ai rejoints. À l'époque, c'était sur une 206 Ah, Super 1600. Et après, on a fait le développement de la 207 S2000 et on a fait une grande partie de notre carrière en 207 S2000, ouais, effectivement. Alors après, j'ai regardé, vous êtes passé sur d'autres marques, Mitsubishi, Ford, Hyundai. Moi, j'ai une Hyundai, donc je trouve que ça va bien. Ça change beaucoup les marques, même en tant que copilote. Enfin, toi, c'est plus pour le pilote que ça change, mais toi, est-ce que la marque En change fait, vraiment? non, la marque ne change pas. Ce qui nous intéresse nous, c'est d'avoir la voiture la plus performante au moment T. Euh, mais euh, mais le truc, c'est que voilà, en 2011, fin 2011, notre contrat avec Peugeot s'est arrêté. Après, on a roulé sur des programmes que Brian a réussi à monter par lui-même, en trouvant des sponsors, en trouvant de l'argent, en trouvant des équipes. Et pour nous, le plus facile, comme c'était déjà compliqué de trouver de l'argent, comme on connaissait parfaitement la 207 S2000, c'était plus simple de rouler avec cette voiture. Donc on a fait encore quelques années comme ça. Et après,
Hyundai est arrivé en championnat du monde, ils ont eu besoin d'un pilote de développement, enfin de plusieurs pilotes de développement, donc on a fait partie de l'équipe. Et puis après, sur des one shot, il y a eu Ford avec M Sport et des trucs comme ça. Mais à part avec Hyundai, tous les autres programmes, c'était des programmes privés. C'était Brian qui trouvait l'argent Ok. pour pouvoir rouler, quoi. Donc ça avait rien à voir avec Peugeot avant, où on était effectivement payé pour rouler, quoi. Alors, je vais juste faire un petit mot en anglais parce qu'on voit qu'on est suivi aussi par un anglais head-to-head team. So Ah, I just want to say just hello to head-to-head team. Thank you for watching. Um, it's a friend from Warsaw. Say it. alors c'est vrai que pour ton information, c'est vrai qu'un jour je voudrais bien avoir un joueur en ping-pong parce que on parle souvent de tennis de table aussi dans le média et les joueurs de Jura Moré qui évoluent en Pro A, en première division française et qui sont en tête. Il n'y a que des joueurs étrangers et c'est pour le média, c'est compliqué de faire une interview en anglais, même pour moi parce que je suis pas très anglophone, mais je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est compliqué. La fiabilité entre la Hyundai et Peugeot. Ah, la fiabilité, c'est à ce niveau-là en sport automobile, c'est pas comme sur les voitures de série. Et d'ailleurs, les voitures de série, la fiabilité maintenant, c'est il y a plus il y a plus une marque plus fiable que les autres, comme on pouvait le voir auparavant. Mais là, en sport automobile, à ce niveau-là, en rallye, on parle pas de fiabilité. Enfin, toutes les voitures sont au même niveau. D'accord. Ah, c'est intéressant parce qu'on peut se dire en fonction de la marque. Non, non, c'est sûr qu'il arrive de temps en temps, il y a des problèmes mécaniques, mais euh, ça n'a rien à voir avec la marque, je dirais. En tout cas, en 2015, là, on avance un petit peu sur les années, hein, puis sur l'émission. Tu participes à ton premier Dakar. Alors, je sais plus où c'était d'ailleurs. Pourquoi tu as décidé du coup de passer du rallye enfin ouais, du rallye WRC, ERC au rallye raid? Donc déjà le Dakar en 2015, ça partait d'Argentine, Ouais. Bolivie, Chili, et on revenait en Argentine. Et et pourquoi le Dakar? Le Dakar, comme le Monte Carlo, c'est un rallye qui m'a toujours fait rêver, où je regardais toutes les vidéos, enfin toutes les émissions de France Télévisions. Et ça faisait longtemps que je rêvais de le faire. Le problème, c'est que le Dakar tombait tout le temps en même temps que le rallye Monte Carlo. Tant que j'étais en contrat avec Peugeot, c'était pas possible de le faire. Et ensuite, même quand on le faisait à titre privé avec Brian, c'était voilà, la priorité était au Monte Carlo. Donc voilà. Et en 2014, alors c'est pas moi qui ai fait changer, mais en 2014, je discute avec les organisateurs du Monte Carlo. Je dis quand même, vous m'embêtez parce que Ouais, je peux jamais faire le Dakar. Dakar parce que le Monte Carlo est en même temps. Et puis en fait, durant l'année, ils annoncent qu'ils décalent le Monte Carlo d'une semaine parce qu'en fait, ils se sont aperçus que les journalistes qui étaient au Dakar ne pouvaient pas être au Monte Carlo et voilà, quoi. Et donc quand j'ai vu la brèche s'ouvrir, j'ai dit c'est bon. Donc j'ai cherché activement à participer au Dakar. J'avais trouvé un jeune pilote polonais là qui allait faire son deuxième Dakar et qui cherchait un copilote. C'était mon plan de partir avec lui. Et puis j'appelle un autre pilote polonais qui lui allait faire son dixième Dakar et ça faisait déjà 2 ans qu'il me demandait pour rouler avec lui en rallye raid. Et je l'appelle, je lui dis qu'est-ce que tu penses du jeune Martin, Cash Marty. Il me dit j'en pense du bien, mais tu sais quoi, tu vas pas aller avec lui, tu vas venir avec moi. Bon après je la fais courte parce que c'était très long, il y a eu des tests, il y a eu tout ça et voilà. Et moi ça me tentait pas trop quand même parce que c'était partir avec un des meilleurs pilotes du plateau sur la meilleure voiture du plateau et je savais que ça pouvait être un tremplin comme ça pouvait me brûler les ailes si ça se passait mal quoi.
Oui, parce que beaucoup de pression, la pression du résultat, et aussi toi derrière, il faut une certaine remise en question parce que tu découvrais ce milieu. D'ailleurs, en termes de préparation physique, il y avait une préparation physique spécifique pour le Dakar, demande Romain. Oui, ben, comme chaque année avant le Dakar, il y a à peu près 3 mois de préparation physique à raison de trois fois par semaine avec un coach. Et puis autrement, bon, toute l'année, je m'entretiens un peu, je fais pas mal de vélo avec la Sapodia notamment. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est un entretien annuel, mais qui est renforcé pour un renforcement du dos et des fessiers juste avant le Dakar, quoi. Ce qui est important de préciser peut-être Xavier, c'est que on l'a vu hein, avec Benjamin Melon ou le motard jurassien, lui payait Mhm. son, enfin payait un petit peu tout. Toi avec cette structure, du coup, quand tu as commencé, bah, c'était une Ah team, bah, une structure. Où moi, j'ai t'avais pas. commencé dans une équipe professionnelle Voilà. qui avait déjà à son palmarès plusieurs Dakar, plusieurs victoires au Dakar. Et donc voilà, ce qui mettait encore plus la pression, d'autant plus que le patron du team à cette époque-là ne voulait pas de moi. Il voulait pas de moi. Il a proposé plusieurs copilotes aux pilotes polonais, qui à chaque fois refusaient. A dit non, je voudrais partir avec Xavier. Non, je voudrais partir avec Xavier. Et au bout d'un moment, le patron du team a dit bah, tu veux partir avec le Français, tu pars avec, tu te démerdes, tu le payes, et si ça se passe mal, je veux pas entendre parler. Bon, et pendant tout le rallye, le patron ne m'a jamais adressé la parole. Et à la Donc, fin, pour moi, tous les matins, c'était grosse pression parce que je savais pas à quelle sauce j'allais être mangé dans la journée. Et à la fin du rallye, à la fin de la dernière spéciale, le premier qui est venu me féliciter avant d'aller féliciter le pilote, c'est le patron du team qui m'a dit, qui m'a pris dans ses bras, qui pleurait, moi aussi je pleurais. Il m'a dit Xavier, t'as fait un boulot exceptionnel. Et 15 jours après, il me proposait un contrat. c'est Donc, incroyable. Alors comme quoi, on peut avoir des préjugés sur les gens. Alors on l'a pas nommé. Hein, le pilote à l'époque, c'était Christophe Olowzik. Alors je sais pas si je prononce bien pas le. tout à fait en polonais, mais ça va, ça va. C'est Je peux regarder. à la française, ça va. Alors, c'est vrai, on l'a pas dit, vous avez fini troisième pour ton premier Dakar. Ça devait être un truc extraordinaire. Enfin, là, Donc, tu parlais que tu effectivement, pleurais à l'arrivée. C'était un truc de fou, bah, quoi. les 10 derniers kilomètres dans la voiture, les deux, on pleurait, hein. Ouais. C'est clair parce que lui, ça faisait 10 ans qu'il faisait le Dakar. Je crois qu'il avait jamais fait mieux que cinquième ou sixième. Mhm. Il avait déjà dans un petit coin de sa tête que c'était probablement son dernier parce qu'il avait 54 ans et sa femme lui mettait la pression pour arrêter et voilà. Donc voilà, on a fait un rallye, on a fait un très beau rallye sans faire de grosses fautes, comme ça doit être fait au Dakar. En fait, le Dakar, c'est une épreuve où il faut être un petit peu chanceux, il faut être plutôt tout le temps concentré, il faut faire le moins d'erreurs possible. Et c'est pas forcément gagner des étapes tous les jours qui fait que vous allez faire un bon résultat au Dakar. Donc c'est ce qu'on a fait. Tous les jours on était placés, mais pas forcément sur le podium tous les jours. Et à la fin du rallye, on finit troisième. Donc moi je sais que j'ai fait pas mal de jaloux parce que commencer sur un rallye en finissant troisième, euh, même à l'époque. Je me rappelle Mathieu Baumel qui gagne cette année-là, qui est le copilote de Nasser Al-Attiyah, en arrivant à Buenos Aires là à l'arrivée. Il me dit ben, je t'envie, hein, troisième auprès. J'y arrête, t'auras déjà gagné deux, c'est ton Ouais. deuxième que tu gagnes. Ouais, t'as pas à m'envier. Enfin bon, c'était bref, c'était après la victoire du Monte Carlo en 2011, un podium pour mon premier Dakar. Voilà, c'était vraiment exceptionnel quoi. Donc, Alors c'est vrai que après après tu restes dans les mémoires, hein, Xavier, parce que je vois Daniele là qui dit vous êtes tiré la bourre hein, dans le championnat de Pologne. Encore aujourd'hui, il se rappelle de vous deux, la paire, le duo gagnant là. Et Daniel Pelliccioni, ouais. c'est patron d'un team italien à l'époque qui faisait rouler des équipages polonais avec Fiat Pologne. Et D'accord. donc ouais, on s'est tiré des bonnes bourres ensemble. Et alors le passage alors du coup
en rallye raid, toi qui faisais du WRC, ERC avant, en tant que copilote, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a pas été dur au début de s'adapter? En fait, c'est pas du tout la même chose, c'est clair, parce qu'en rallye traditionnel, on connaît parfaitement la route qu'on emprunte. On a tout noté sur un cahier avant, entre pendant les passages de reconnaissance. Donc, on sait exactement où mettre les roues. En rallye raid, on découvre tous les jours le terrain et c'est beaucoup plus d'improvisation, c'est beaucoup plus de feeling, parce qu'il faut, en fait, on a un roadbook que je peux Ouais, vous montrer, avec grand plaisir, ouais. un roadbook du Dakar de cette année. Et donc, le but du jeu, c'est de d'écrire ces cases-là aux pilotes pour qu'ils comprennent plus ou moins où faut qu'il aille. Enfin, plutôt plus que moi. Et donc voilà, c'est plus du comment Navigation? ouais, c'est de la navigation. Donc bon, déjà il y a les histoires de cap, donc de bien suivre un cap. Mais le deuxième point, c'est d'expliquer aussi l'endroit sur lequel on va arriver. Donc les dangers qu'il peut y avoir. On va tourner, on va prendre la piste de gauche à la patte doigt. Enfin c'est tout un truc comme ça. Il faut que le pilote arrive à visualiser avant de voir l'endroit, qu'il arrive à le visualiser dans sa tête pour pas qu'il soit surpris quand on arrive quoi. Donc donc c'est pas assez, c'est très compliqué. D'autant plus que je j'ai pas eu la chance encore de pouvoir le faire avec un pilote français, donc je le fais en anglais. Donc Oui. des fois la compréhension n'est pas forcément la même que quand c'est dans son propre langage quoi. Alors, c'est vrai qu'on le voit, là, tu parles de la bascule entre le rallye, enfin le WRC et le rallye pour le copilote. Pour les pilotes, c'est pareil. On voit Sébastien Loeb qui galère à être performant sur le Dakar. Il a jamais réussi à faire un podium, je crois, hein. Performant, il y est, Oui, mais c'est clair. il Ah, aurait toujours une broutille. mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément d'être le plus vite qui fait que tu seras le premier ou sur le podium à l'arrivée. Donc il y a une stratégie. Il faut être vite, mais il faut aussi savoir gérer la voiture, les conditions, les crevaisons qu'il peut y avoir, les étapes qui sont plus ou moins longues. Il y a beaucoup de paramètres à gérer. Et puis la vitesse ne fait pas forcément tout le temps le jeu de ceux qui gagnent le Dakar. Un exemple tout bête, Giniel de Villiers, qui a Oui. dû faire 8 fois sur le podium au Dakar. Quand on prend son nombre de victoires de spécial, il n'est pas énorme contrairement à d'autres pilotes, quoi. Oui, Mais c'est ce sûr gars-là, que il est toujours placé. Il est toujours placé. c'est vrai que la régularité, ça, comme on le dit tout le temps, hein, ça paye dans tous les sports, de toute façon. Et, euh, et c'est vrai que les performances peuvent être aléatoires dans le Dakar. On a vu avec toi troisième pour ta meilleure performance, pour ton entrée. Ensuite, moi j'ai noté 56e un ou dixième, 53e di- l'année d'après. 53e voilà en 2016, Ouais. 2017 dixième, sixième 2018, abandon 2019-2020. Moteur cassé en 2019 et gros accident en 2020. Voilà, on se dit, c'est pas un petit peu le dé que, enfin la pièce qu'on lance et puis elle Non, retombe non, du bon ou du mauvais côté. non, c'est quand même pas comme ça. Mais après, c'est une course d'endurance. C'est 12 jours de course, c'est 7000 kilomètres. Donc voilà, les mécaniques, c'est très contraignant pour les mécaniques. En 2016, en 2018, pardon, 19. En 2019, on casse le moteur dans la huitième étape. Bon, bah Ouais. voilà, ça fait partie de la mécanique. En 2020, par contre, c'est un gros accident. On peut dire que c'est plus de notre faute que de la faute de la mécanique. Mais voilà, c'est. Il faut savoir qu'en général, au Dakar, c'est 50% des partants à l'arrivée.
Il y a une grosse hécatombe. Donc voilà, moi j'avais fait jusqu'à 2019. J'avais tous les départs. À chaque départ, j'avais fini. Je savais bien qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter, quoi. Donc voilà, c'est comme ça fait partie de la mécanique. Je remercie Omini et Jean-Pascal Besson qui ont commenté. Sébastien Loeb, il a quand même fait 2 podiums, Oui, troisième et oui, tout à fait. deuxième. Troisième en 2019 avec 4 victoires d'étape et Mhm. deuxième en 2017 avec 5 victoires d'étape. C'est vrai que quand on Ben, comptabilise son En, nombre en, de 2000 victoires, en, il en est, il 2017 et est. même en 2019, ils auraient dû le gagner, le rallye. Après, ils ont eu des soucis mécaniques qui font que voilà, ça s'est pas fait. C'est le truc aussi, c'est savoir un petit peu gérer aussi la mécanique. Est-ce que s'ils avaient été un tout petit peu moins vite, la mécanique aurait tenu? Ça, on le saura jamais. Donc voilà, ça fait c'est le rallye raid. Il y a une grosse part de chance et voilà quoi, faut prendre en compte. Quand vous aviez fait troisième, on va terminer sur cette partie-là, mais quand vous avez fait une troisième, vous aviez gagné des spéciales ou pas? Non, on n'avait jamais gagné de spécial. On avait fait, je crois, 2 podiums de spécial et voilà, toujours fini à peu près dans les 6 premiers, je crois. Une fois, on avait fini loin parce qu'on avait eu des soucis, mais voilà, faut être régulier, régulier toujours dans les 6, 7 premiers tous les jours et à la fin, ça fait un podium. Alors, c'est vrai que moi j'ai regardé Sébastien Loeb 14 victoires en spécial. Mhm. Alors cette année, Arabie Saoudite pour cette édition 2021 du Dakar. Euh, Retour aux premiers amours avec une 3008 Mhm. avec le Cheikh Khalid Al Qassimi. Oui. Alors comment on arrive à créer ce duo? Comment ça s'est construit ce duo avec Khalid? Ça a commencé en 2000, que je me rappelle bien, en 2016 au Rallye du Maroc, qu'on a fait ensemble. Le Dakar 2016, on l'a pas fait ensemble. Après, on a repris, enfin, il l'a fait quelqu'un d'autre. Ça s'est pas très bien passé. Et en 2017, il m'a demandé si on pouvait rerouler ensemble. Donc voilà, on a fait 2018, 2020 et 2021 ensemble, quoi. Donc voilà, j'ai fait 14 courses avec lui jusqu'à maintenant. Voilà. Ça se passe bien. Alors, effectivement, il y a dû y avoir un passage de 4 à 2 roues motrices. C'était ça, non? Il y a eu une Avec, évolution, avec, non? avec lui, non, j'ai toujours fait avec la Peugeot, avec la 2 roues motrices. D'accord. Mm, Et, euh, et c'est vrai que cette année, alors, tu le disais à nos confrères, à mes amis, parce que je travaille aussi pour le Progrès, donc il n'y a pas D'accord. y a pas de secret. Mhm. Septième cette année, mais moi j'ai l'impression que par rapport à ce que tu leur as dit, il y avait moyen de faire mieux. Tu étais un petit peu déçu à l'arrivée. Déçu, oui et non. Finir le rallye, finir un Dakar, c'est déjà une performance. Finir dans le top 10, c'est pas mal. Après, la course en elle-même, moi, mon objectif perso, c'était d'essayer de rentrer dans les 5 premiers. Et quand on voit qu'on finit septième à 12 minutes du cinquième sur 47 heures de course, je crois, les 12 minutes, on va les chercher plein de fois. Enfin, il y a plein de fois où voilà, on s'est un peu perdu, mais un peu comme tout le monde. On a eu des soucis mécaniques, mais un peu comme tout le monde. Ça fait partie du truc, mais après 12 minutes, c'est rageant quoi. Pas finir dans les 5 premiers pour 12 minutes. Ah, ça coupe. Ah, Alors ça a allô? coupé un petit peu. Je suis désolé. Ouais, ça a coupé un petit peu. Ouais. Ma connexion a dû sauter. Alors t'étais sur le fait de terminer à 12 minutes, c'était rageant. Je pense que j'ai pas raté grand chose Non, de non, plus. ouais, ouais. Non. Non, je Euh, disais déçu, mais quand même content, quoi. Quand tu vois Stéphane Peter-Hansel, d'ailleurs qui est franc-comtois également, Bien sûr. qui gagne, alors je sais plus le nombre de victoires, mais c'est impressionnant, que ce soit même en 14. moto. Ouais. Euh, 600, qu'est-ce qu'il a, 600 motos et 8 en voiture. qu'est-ce qu'il a de plus que ton pilote?
Qu'est-ce qu'il a de plus que mon pilote? Bah déjà, c'est un motard. C'est un quelqu'un qui a gagné en moto. Donc c'est quelqu'un qui sait naviguer déjà, qui sait ce que c'est qu'un cap, qui sait comprendre une piste quand il roule dessus, qui arrive à lire le terrain mieux que tout le monde, parce qu'il a fait 30 Dakar sur les 40 et quelques éditions, et sur les 30, il en a gagné 14. Donc voilà, c'est vraiment exceptionnel. Et voilà, donc quand un motard devient pilote, c'est beaucoup plus facile pour le copilote de travailler, parce qu'en fait la navigation, beaucoup pensent que c'est le copilote qui fait le boulot, mais pour que ça fonctionne, faut que ce soit les deux. Faut que quand le copilote annonce à son pilote qu'on doit prendre une piste sur la gauche, le pilote doit essayer de trouver la piste en même temps que le copilote, parce que suivant comme on est placé dans la voiture, on va pas forcément copilote, on va pas forcément la voir. Donc le pilote, s'il dit ah ben là il y en a une, c'est celle-là, oui, bah tu valides ou pas. Donc voilà. Après quand on annonce un cap et qu'on roule déjà sur un cap, faut que le pilote il sache si il doit tourner à droite ou tourner à gauche. Enfin, je sais pas si pour expliquer un cap, t'as la boussole, 360 c'est le nord, 180 c'est le sud, et à partir du moment où tu es sur un cap, donc je vais te dire par exemple un cap 150 et que tu dois aller au cap 180, automatiquement tu vas tourner à droite. À chaque fois que ton cap augmente, tu tournes à droite. Donc ça, faut que le pilote il sache ça. Et moi, le problème avec mon pilote à l'heure actuelle, c'est que pour lui, il est pilote et il fait que de piloter. Donc voilà, Ce faut sont des que axes d'amélioration alors du coup. ouais, non, je pense que c'est peine perdue, mais voilà, il faut absolument lui montrer exactement où on va, tout. Il y a pas d'entraide entre les deux, quoi. D'accord. Donc, donc c'est assez compliqué, hein. Bon, je vais l'envoyer faire son service militaire où il y a pas mal de cours de topographie et de manier la boussole, comme ça il pourra peut-être Non, mais peut-être de toute façon, je ne roule plus avec lui, donc j'ai décidé après le Dakar que j'arrêtais de rouler D'accord. avec lui, donc ouais. Donc, Et alors, juste pour terminer sur cette histoire de roadbook, c'était intéressant. Le roadbook, donc vous l'avez en avance. Toi, tu le consultes la veille, tu regardes ça pendant 2-3 heures. Comment ça se passe? alors, plus maintenant. Jusqu'à l'année dernière, on avait le roadbook la veille. Quand on arrivait au bivouac, on nous donnait le roadbook pour l'étape du lendemain. Et donc là, on avait un gros travail où déjà on coloriait le roadbook pour mettre à nos couleurs, pour mettre nos petites astuces pour s'y retrouver plus facilement et tout ça. Et après, on travaillait sur Google Earth, pour mettre d'autres informations qu'on écrivait dans le roadbook. Par exemple, tu arrives face à 3 vallées ou 3 canyons, et on te dit de prendre un canyon en face à tel cap. Bah, tu sais pas lequel des trois faut prendre, et parce que les trois partent au même cap, mais peut-être qu'il y en a deux qui vont retourner de chaque côté, et celui qui est au milieu va rester en face. Enfin bon, peu importe. Donc avec Google Earth, ça nous permettait de voir lequel prendre, par exemple. Donc on mettait une information, on prend celui de droite ou quelque chose comme ça. Donc ça, D'accord. c'était du gros boulot. Donc moi, on va dire qu'on arrivait au bivouac aux alentours de 17 heures, et jusqu'à minuit, 1 heure du matin, de 17 heures à minuit, 1 heure du matin, en ayant une heure pour manger, se faire masser, et une demi-heure pour discuter un petit peu, enfin prendre un petit peu de bon temps, mais autrement tout le temps c'était du boulot. Et depuis l'année dernière, et encore plus cette année, on n'a plus le roadbook la veille, et on nous donne le roadbook donc sous forme électronique maintenant. On nous donne le roadbook un quart d'heure avant le départ de la spéciale. Ah ouais. Donc il y a plus moyen du tout de travailler dessus, il y a plus moyen
comment d'essayer d'être meilleur que le petit copain. On a tous les mêmes infos et voilà, faut partir comme ça. Donc c'est plus compliqué, mais c'est intéressant. C'est intéressant. On sait que on est tous dans le même. Il n'y a pas celui qui a plus de moyens que l'autre, qui a pu avoir des infos à droite à gauche. Là, on est tous au même pied d'égalité. Ah, c'est intéressant en tout cas, c'est vraiment intéressant. Il nous reste à peu près 3 minutes d'émission, Xavier, pour essayer de pas faire trop long pour que les gens puissent revoir sur YouTube dès demain l'interview. Mhm. La dernière question, et c'est d'ailleurs la question qui a été posée par Jean-Pascal. La suite pour toi, prochain Dakar, avec qui? Parce que du coup, tu viens de nous annoncer que tu n'étais plus avec ton pilote. C'est quoi la suite alors? Eh ben, j'en sais rien encore. Ah, J'ai pas tu peux de, dire, j'ai pas décidé d'arrêter avec lui parce que j'avais trouvé quelqu'un d'autre. Mais c'est simplement un petit, on va dire un petit ras-le-bol et en français? pardon. Faut trouver un pilote français? Ouais, pourquoi pas, non, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment cherché en plus pour l'instant. Ce que j'aimerais faire, c'est trouver quelqu'un qui fasse déjà le Silkway, une course qui se fait qui part enfin, de Russie et qui finit en Chine habituellement, et donc qui est au mois de juillet donc voilà, je recherche, mais pas activement. Et Je si, sais, je sais que je trouverai. alors justement, la question tout à l'heure, quand on échangeait, moi le Dakar, ça me fait penser aussi un petit peu aux personnalités qu'on Mhm. fait le Dakar. Je vois Johnny, hein, si j'étais Mhm. parti 1h15 plus tôt, je serais arrivé 1h15, voilà. Et je vois des rugbyman, Califano aussi, qui avait fait Ouais. le Dakar, choses comme ça. On peut pas lancer une petite pièce pour dire, tiens, une des prochaines célébrités, bah, elle sera avec Xavier Ponzeri pour le prochain Dakar. Ça peut se faire avec une star. Oui, oui, ça pourrait se faire. Enfin, moi, j'ai déjà été interviewé là en Pologne parce qu'il y a le meilleur footballeur polonais qui a dit une fois dans une interview que après pour sa reconversion, une épreuve comme le Dakar le tend très bien. Donc, bien sûr, les journalistes le lendemain, ils m'ont tous appelé savoir si ça m'intéressait ou quoi. Pourquoi pas. Après, je recherche plus. Mon rêve est toujours de gagner le Dakar. Donc voilà, je rechercherai plus la performance que de rouler avec une star. Voilà quoi. Donc après j'aime bien aussi donner ma connaissance et tout ça. Donc pourquoi pas. Tout est possible. Tout est En tout possible. cas, on suivra ça avec intérêt, Xavier. Merci en tout cas à toi d'avoir répondu présent. C'était bien Merci de sympa. l'invitation. Avec plaisir. C'était vraiment cool. N'hésitez pas à partager le média et à partager l'interview qui sera retrouvée dès demain sur YouTube. Merci Sans encore à problème. toi, Xavier. Et puis bonne soirée. On suivra avec intérêt la suite par rapport à Je tes donnerai les recherches. infos quand j'en aurai. Bon, et ben c'est impeccable. Merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée. Merci à toi, Quentin. À Et, bientôt. et, et Ah, en parlant de Quentin, merde à l'autre Quentin pour la fin de semaine et la semaine on, prochaine. on le